Dans l'adolescence, je me suis dit, c'est une croyance que je n'ai pas complètement abandonnée, qu'il y avait des textes miraculeux qui pouvaient tout nous dire en très peu de temps, avec très peu de matériaux, des textes poétiques la plupart du temps, qui pouvaient tout nous dire de la vérité littéraire. Et c'était à la fois pour moi en tout cas très, très bien, parce que c'était une quête éperdue de cette vérité qui était là quelque part et que je n'arrivais pas à lire sans doute, mais c'est en même temps très frustrant parce qu'elle n'existe pas bien sûr. Donc il valait mieux revenir à des textes de professionnels, comme celui de Faulkner. Pour un enfant de 15 ans, Verlaine, tu le lis, est tout de suite compréhensible. On ne peut pas croire qu'il y a un secret dans Verlaine, puisque on voit des vers sensés et sensibles, et non pas cette espèce d'insensibilité et d'insensé qu'il y a dans la prose rimbaldienne. Les faits, je crois qu'il y a quelque chose de très surprenant dans les lectures que moi, en tout cas, peut-être parce que j'étais creusois, j'ai eu quand j'avais entre 14 et 16 ans, c'est qu'il fallait absolument que je ne comprenne rien à ce que je lisais, pour que c'est quelque chance d'être quelque chose d'important. Il fallait ça, et il fallait d'autre part que ça soit fortement rythmé. C'est-à-dire que quand même, c'est peut-être insensé et insensible, Rimbaud, mais, en tout cas pour les vers que j'avais sous les yeux quand j'avais 15 ans, c'est quelque chose, visiblement, de fortement... C'est obscur, mais c'est une obscurité euphonique. Ensuite, il y a eu quelques vers très décevants, parce que les premiers vers qu'on a sous les yeux à 15 ans de Rimbaud sont complètement compréhensibles. C'est, par exemple, l'histoire du trou de verdure, là où il y a un soldat mort, ou bien le buffet, tout ça. Alors on se dit, bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Après, il y a le bateau... On voit quand même que c'est rythmé, c'est comme, on se dit, c'est comme Victor Hugo. Alors dans un premier temps, on est très content parce qu'on aime beaucoup Victor Hugo. Moi, j'aimais beaucoup Victor Hugo quand j'étais petit. C'était même ma lecture la plus émue, enfin bref. Bon, ensuite, on tombe sur le bateau ivre. Déjà, c'est un peu plus incompréhensible. Enfin, ça suffit pas parce que c'est dans les anthologies tout ça. Et puis, on trouve dans un tourniquet chez Saint-Martin, Grand Rue, à Guéret, on trouve Rimbaud en livre de poche, Bleu Horizon. Et là, on lit l'ensemble, il y a tout. Alors, on se dit, ouais, c'était bien ça, quoi. C'est incompréhensible. Enfin, on parle des illuminations, des dernières illuminations, parce que le reste, on le comprend, c'est très beau. Enfance, le début des illuminations, ça va bien, oui, bon, j'ai déjà lu ça. Et on tombe sur Métropolitain ou des choses complètement incompréhensibles, que je n'ai toujours pas décryptées véritablement, et qui ne me semblent pas les plus grandes réussites de Rimbaud maintenant. Mais à l'époque, c'était ce qui me semblait la réussite, puisque c'était hors non seulement de ma possibilité d'écrivain, je n'étais pas encore, mais de ma compréhension de lecteur. Tout ça pour dire quoi? Je ne sais pas. Enfin, pour dire en tout cas qu'il vaut mieux que les enfants ne comprennent pas les textes qu'ils lisent. Ouais. T'as prononcé le nom de Hugo. Moi, je m'attendais plus à Jules Verne ou à ces choses. Et Hugo, c'était quoi? C'était Les Misérables, L'homme qui rit, la poésie. Ah non, c'était Beaux endormis. C'était Beaux endormis. Enfin, c'était la poésie plutôt. C'était la poésie de, bon, celle-ci, celle de la légende des siècles, mais aussi celle des châtiments ou de, enfin, l'année terrible, c'est une prose. Les poèmes sur les soldats de l'an 2, tout ça. Parce que c'est des textes que me disait ma grand-mère. Ma grand-mère aimait ces textes, qu'elle comprenait de loin, comme ça. Et c'était branché comme ça sur l'histoire, sur la Révolution. C'était un grand parler, finalement, national, on peut dire, dans un sens, et qui touchait beaucoup, en tout cas l'enfant que j'étais, et peut-être les enfants que nous étions à l'époque. C'était un grand parler national en vers, scandé. C'était finalement sans doute assez proche de ce qu'a dû être l'épopée homérique, ou toutes les épopées poétiques depuis les origines. Et ça, j'ai l'impression que ça disparaît, cette façon d'aimer Hugo. Il y avait Salammbô dans le même genre. Pas à 12 ans quand même. Salammbô, la première fois que j'ai entendu Salammbô, là, on peut le rapprocher ça du thème de cette histoire-là. Est-ce qu'imaginer s'apprend? On m'a appris que Salammbô était un grand texte, puisque c'était en fin d'école primaire, un instituteur qui aimait comme ça les textes ringards, chantants,
appuyé, enfin, qui nous a lu un soir de juin, après une promenade comme ça dans la campagne, enfin, parce qu'il y avait des classes promenades aussi, on allait chercher des fleurs pour les herbiers. Il nous a lu le début de Salammbô, comme ça, à la campagne, vraiment l'arrière-campagne. Ce type a lu Salammbô à des garçons qui avaient 10 ans, de 10 à 11 ans, quoi. Et les plus petits, non, les plus petits avaient 8 ans. Et tout le monde écoutait, après tous ces paysans qui ont fait des carrières de paysans. Ils écoutaient ça, ils ont eu ça dans l'oreille une fois. Moi, je trouve toujours ça étrange. Que comme moi, enfin, sans doute, ça a éveillé en eux des échos insoupçonnés, enfin, des choses qu'ils ne pouvaient absolument pas, dont ils ne pouvaient pas penser que ça existe. Oui, c'est sans doute ce qui est important, enfin, pour moi, si j'étais à votre place, je sais pas, je ne suis pas pédagogue ni documentaliste, mais je crois que des textes comme ça, en surplomb, mais un surplomb chantant sur des enfants, c'est ce qu'on peut leur donner de mieux. Enfin, c'est ce qu'on m'a donné de mieux, en tout cas, de mieux ou de pire, si on en juge par ce que je suis devenu par la suite. C'est en tout cas ce qui m'a fondé. Mais par deux figures qui, pour toi, sont de l'ordre du conte et de la transmission orale, ta grand-mère et l'instituteur. Oui, c'est vrai. Mais une transmission orale qui ne se suffit pas elle-même. C'est-à-dire que s'ils racontent des histoires qui sont de leur cru, c'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Alors qu'avec cette espèce de valeur or qu'il y a dans le livre et qui, en plus, sonne comme de l'or, enfin, qui est vraiment, que ce soit le début de Salammbô ou Beaux endormis, c'est des textes d'une respiration intense et d'une maîtrise absolue. C'est-à-dire que l'enfant qui est là ne peut pas imaginer une seconde qu'imaginer ne s'apprend pas, je dirais. Non, après, c'est toute la littérature, après tout. Quand on a fait son deuil de la révélation, de la vérité révélée en littérature, on peut tout lire, on peut se remettre à tout lire, on peut... Et avant Beaux endormis, pour finir... En poésie, il y avait La Fontaine. Il y avait La Fontaine. Ce qui serait ton premier souvenir? Oui, mon premier je ne sais pas, parce qu'il y a aussi des histoires comme ça. La Fontaine, je me rappelle, à l'époque, on l'apprenait à l'école primaire, La Fontaine. Et très souvent, l'instituteur, il n'expliquait pas, parce que c'était pas dans ses attributions, il n'expliquait pas vraiment. On comprenait rien, mais cette espèce de chanson, avec du fond de l'horizon, accourt avec fracas le plus terrible des autans. Qu'est-ce que c'est que ça, l'autan? Dans la Creuse, on ne sait pas ce que c'est, le plus terrible des autans. Etc. Enfin, des choses comme ça, on ne comprenait rien. Mais c'était fabuleux, parce que d'abord, on l'apprenait par cœur, on le scandait, et puis un jour, comme ça, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, on était dans le Midi, on disait... Pas dans le Midi, l'autan. Si, l'autan a soufflé hier. Ah, c'était ça l'autan. Mais c'était formidable parce que ça prenait une profondeur. C'était. Et je crois que maintenant tout ça a disparu parce que je vois ma femme est prof et je vois qu'elle explique tout aux enfants. Alors ça ne va plus du tout. Et est-ce que tu as eu des expériences parallèles avec, par exemple, la peinture, qui prend une place énorme aussi dans tes livres comme... Non. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose de cet équivalent-là, quoi, un jeu entre la lecture et l'image et une irruption de cet ordre-là? Non, quelque chose de très pauvre aussi, enfin bien sûr que si, enfin, mais comme sans doute tous les gens de ma génération à la campagne, l'image pour nous c'est les pages du Larousse, les pages, le grand Larousse là, avec la peinture, là, il y avait tout, il y avait la peinture pompier, les énervés de Jumièges, et puis il y avait la bonne peinture aussi, mais tout ça était louche parce que il y avait des connotations sexuelles partout, il y avait des femmes, enfin, ça n'était pas vraiment du grand art, on voyait des images avec des femmes plus ou moins déshabillées. Mais non, le visuel n'a eu de l'importance pour moi qu'étant grand. Et les poètes, tu continues de les relire? Les poètes, je les lis, oui. Oui. Enfin, en ce moment, je les relis davantage, parce que je me suis dit pendant une dizaine d'années, peut-être que si je lis le roman international, j'arrive à trouver la solution, et je vais me faire traduire dans toutes les langues, sans problème et sans forcer. Et je me rends compte que non, alors je reviens à la poésie, je me suis...